Parfois, dans la vie, on se demande pourquoi certaines personnes crient et personne ne les entend, et pourquoi d'autres restent silencieuses mais leur douleur traverse pourtant tout le vent. Et toi, si tu marchais seul sur une route vide du Far West, aurais-tu reconnu le son d'une âme en train de tomber? Est-ce que tu t'arrêterais si la nuit devenait trop lourde, ou continuerais-tu comme si rien n'existait autour de toi? C'est ici que commence notre histoire, sous un ciel pâle, dans une poussière qui étouffait tout, et derrière un titre qui fait encore trembler les cœurs, ce bébé n'est pas des nôtres, sa belle famille a battu la veuve, jusqu'à ce qu'un cow-boy arrive. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Et si je te disais que parfois, le salut ne fait pas de bruit, qu'il ne vient pas avec le tonnerre mais avec un souffle léger, un pas calme, un homme qui n'a pas parlé depuis 3 jours mais qui, pourtant, entend mieux que tous les autres? James avançait comme une ombre tranquille, sans se presser, laissant sa jument choisir le rythme. Le silence autour de lui ressemblait à une couverture froide qu'on ne peut pas secouer. Et puis, un son. Pas un cri de peur, pas un appel clair, juste un petit souffle brisé qui ressemblait presque à du vent coincé dans une vieille branche. Mais ce son-là arrêta James comme si le monde venait de changer. Il tourna la tête, fit taire sa respiration, et écouta encore. Un deuxième souffle, puis rien, puis un mince gémissement de nouveau-né, fragile comme une plume dans l'hiver. James descendit de cheval, attacha les rênes à un tronc sec, et avança à pas lents, presque prudent, comme si la terre pouvait s'effondrer sous lui. L'air sentait la rouille, le bois pourri, l'abandon. Et soudain, il la vit. Une femme attachée à un poteau, les bras derrière le dos, la robe déchirée, la peau marquée de coups secs. Son visage, à moitié caché sous des mèches emmêlées, était figé dans une lumière triste, comme si elle avait déjà cessé de croire que quelqu'un viendrait. À ses pieds, un bébé dans une vieille couverture, gémissant faiblement, un bébé que quelqu'un avait voulu faire taire pour toujours. Et c'est ici que le titre prend tout son poids, ici que l'accusation « ce bébé n'est pas des nôtres » devient une arme terrible, une excuse pour détruire une femme déjà brisée. James ne parla pas. Il ne parla jamais avant d'agir. Il s'agenouilla, observa, sentit le froid, la peur, l'injustice, puis sortit lentement son couteau pour couper les cordes. La femme s'effondra dans ses bras comme si le monde avait enfin permis à son corps de tomber. Et le vent, qui semblait si cruel quelques instants plus tôt, se fit soudain témoin silencieux d'un geste simple. Quelqu'un venait enfin de rester. Et toi, dis-moi, qu'aurais-tu fait si tu étais passé par là? Parfois, on croit avoir déjà vu le pire, et pourtant le Far West trouve toujours une façon de montrer une douleur plus profonde. Et toi, as-tu déjà approché quelqu'un tellement brisé que même son silence semblait crier? Quand James souleva doucement la femme attachée au poteau, il sentit immédiatement la faiblesse dans son corps, une faiblesse qui ne venait pas seulement du froid, mais d'un long abandon, d'une violence qui avait été répétée encore et encore jusqu'à la casser presque entièrement. Et le bébé, roulé dans cette vieille couverture, gémissait comme s'il s'excusait d'exister, comme si son souffle était de trop dans un monde trop dur. C'est ici que le titre de notre histoire devient encore plus lourd, « This baby isn't yours », une phrase simple, mais utilisée comme une arme, une condamnation, une justification pour battre une veuve qui n'avait plus personne pour la défendre. James, lui, ne dit rien, mais son regard parla pour lui. Il observa les cordes marquant encore les poignets de la femme, son visage bleuissant sous les coups, la façon dont son corps s'était résigné à la douleur. Il défit les liens avec une lenteur presque respectueuse, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque la fasse disparaître. Quand elle s'écroula contre lui, il la retint avec la même force tranquille qu'un arbre retient la neige. Elle murmura quelque chose, un souffle brisé, presque inaudible. « Ne lui prenez pas, s'il vous plaît, ne prenez pas mon bébé », des mots qui auraient dû être dits avec joie, mais qui, dans sa bouche, n'étaient plus que peur. James sentit alors que cette femme ne s'accrochait pas à la vie pour elle-même, mais pour l'enfant à ses pieds. Il ramassa le petit garçon, sentit son petit corps tremblant, et comprit que ce monde n'avait pas voulu leur laisser une chance. Autour d'eux, les traces dans la boue racontaient le reste. Plusieurs hommes, sans hésitation, étaient venus ici pour punir une femme déjà endeuillée, l'accuser d'un mensonge cruel, et la laisser mourir attachée comme un animal. Le vent semblait répéter leurs voix, des voix qui disaient qu'elle n'était rien, que cet enfant n'était pas des leurs, qu'elle devait payer pour un péché qu'elle n'avait jamais commis. James sentit une chaleur dure grandir dans sa poitrine, pas de la colère bruyante, mais une certitude froide. Tant qu'il respirait, personne ne toucherait encore à cette femme ni à son bébé. Il la souleva entre ses bras, aussi fragile qu'une branche sous la neige, et marcha lentement vers sa jument. Chaque pas était une promesse silencieuse.
La femme, la tête reposant contre lui, tremblait encore, comme si son corps n'avait pas l'habitude d'être porté, protégé. Et James, sans regarder en arrière, sans chercher les ombres de ceux qui l'avaient laissé là, monta en selle avec elle et le bébé, et s'éloigna. Parfois, le Far West brise les gens. Mais parfois aussi, il envoie quelqu'un qui refuse de laisser la nuit gagner. Et toi, honnêtement, que ferais-tu si on te confiait 2 vies aussi fragiles en plein désert? Parfois, on oublie à quel point un simple endroit chaud peut devenir un miracle. Et toi, as-tu déjà senti ton cœur se calmer rien qu'en entrant dans une pièce où quelqu'un t'attend vraiment, sans jugement, sans bruit inutile? Quand James entra dans sa petite cabane avec la femme inconsciente dans ses bras et le bébé contre sa poitrine, ce n'était pas seulement un toit qu'il offrait, mais un refuge, une pause dans un monde où la cruauté courait plus vite que le vent. La chaleur du poêle, faible mais vivante, enveloppa la pièce comme une couverture silencieuse, et tout à coup la nuit sembla moins grande, moins affamée. Il posa la femme sur son lit, ajusta la couverture que sa mère avait cousue autrefois, puis vérifia doucement si elle saignait encore, si ses blessures étaient dangereuses. Son visage portait les traces d'un combat qu'elle n'avait jamais cherché. Pourtant, même dans la douleur, il y avait quelque chose de doux, une sorte de lumière cachée qui résistait encore. Le bébé, lui, pleurait doucement, comme s'il sentait que ce moment décidait de leur avenir. James, avec des gestes calmes, mélangea un reste de lait de chèvre avec un peu d'eau, chauffa le tout dans un petit pot en fer, et nourrit l'enfant avec la patience d'un homme qui ne parle pas beaucoup mais comprend tout ce qui compte. Quand les petites mains du bébé se détendirent enfin, quand son souffle devint régulier, James sentit en lui un drôle de soulagement, comme si protéger cette vie fragile lui redonnait sa propre humanité. Puis il s'assit près du feu, sans fermer l'œil, à regarder la femme respirer lentement, la poitrine qui montait et descendait comme une prière silencieuse. Il ne connaissait pas son nom, ni son histoire entière, mais il savait une chose, elle n'aurait pas survécu 1 heure de plus dehors. Dehors, la neige commença à tomber en gros flocons, lourds et lents, qui s'accrochaient à la fenêtre comme des mains froides cherchant une entrée. Dans la cabane pourtant, l'air se réchauffait, doucement, à mesure que la vie revenait dans les corps affaiblis. À un moment, la femme bougea un peu, tourna la tête vers le coin où James avait improvisé un berceau avec sa vieille chemise roulée. Elle sembla reconnaître quelque chose qu'elle croyait perdu, la sécurité. Peut-être même l'espoir. Son visage encore marqué de bleu prit une expression tellement fragile que James sentit sa propre respiration ralentir. Comment quelqu'un avait-il pu lever la main sur une femme qui, même blessée, brillait comme ça? Le feu crépitait, envoyant de petites étincelles dans l'air, et James, les yeux fixés sur elle, comprit que ce n'était pas seulement un sauvetage. C'était le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais cherché, mais qui venait à lui malgré tout, comme la neige qu'on ne peut retenir. Et toi, dis-moi, est-ce que tu crois qu'un endroit peut vraiment changer le destin? Ou est-ce les gens qui transforment une simple cabane en abri contre tout le reste du monde? Parfois, il suffit d'un souffle pour que quelqu'un revienne vraiment à la vie. Et toi, as-tu déjà ouvert les yeux après une longue nuit de douleur et senti, juste un instant, que peut-être tu n'étais plus seul au monde? Quand la femme se réveilla dans la cabane de James, la lumière du matin glissait doucement sur les murs en bois, et tout semblait tellement calme qu'elle n'osa pas bouger tout de suite, comme si un simple geste pouvait briser ce fragile refuge. Son regard chercha d'abord le bébé, et quand elle le vit, bien au chaud dans la chemise de James pliée en petit berceau, ses épaules se détendirent à peine, comme si son cœur avait enfin retrouvé un rythme normal. Puis elle aperçut James, assis près du feu, encore dans ses vêtements de la veille, les cheveux humides du froid, les yeux un peu rouges d'une nuit sans sommeil. Il ne parlait pas, mais c'était une présence qui tenait debout à sa place, solide, attentive, presque humble. Elle essaya de se redresser et un gémissement lui échappa, un son faible mais chargé d'histoires entières. James s'approcha tout de suite, non pas avec des gestes brusques mais avec cette lenteur qui dit « Tu es en sécurité ici ». Et c'est là que les mots sortent d'elle, des mots qu'elle avait gardés comme des pierres dans sa gorge, son mari mort trop tôt, sa famille qui l'avait laissée seule, puis la cruauté de ceux qui auraient dû la protéger. Elle raconta comment il l'avait accusé, encore et encore, que le bébé n'était pas le leur, que son ventre était une honte, que son corps était une charge, qu'elle ne méritait ni nourriture ni respect. Ils ont dit que ce bébé n'était pas des leurs, que je mentais, que je n'étais rien. Sa voix se brisa comme une branche sèche. Et James, lui, resta immobile, sans la couper, sans détourner les yeux comme le font ceux qui veulent fuir la vérité. Il écouta toute la laideur qu'elle avait portée seule. Quand elle eut fini, le silence s'installa, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. C'était un silence qui enveloppait, pas un qui jugeait. James prit un linge propre, le plongea dans l'eau tiède et le lui tendit. Elle le posa contre sa joue tuméfiée,
et ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit le laisser tomber. « Vous n'avez pas peur de ce qu'ils disent ?» demanda-t-elle d'une voix tellement basse qu'elle semblait s'excuser d'exister. Il secoua la tête. « Tu es ici. C'est tout ce qui compte. » Et dans ses yeux à lui, il n'y avait ni méfiance ni distance, juste une vérité simple, presque désarmante, il avait choisi de rester. Elle, qui n'avait connu que des murs qui se fermaient, sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, comme si quelqu'un ouvrait enfin une fenêtre sur un air qu'elle n'avait jamais respiré. « Et toi, dis-moi, qu'est-ce que ça te ferait, après tant de blessures, d'entendre pour la première fois quelqu'un dire que ta présence suffit, que tu n'as rien à prouver pour mériter un endroit où vivre ? Parfois, la guérison commence sans bruit, dans de petits gestes que presque personne ne remarque. Et toi, as-tu déjà senti ton cœur se réparer non pas d'un coup, mais par des choses simples, comme un regard plus doux ou une main qui ne frappe pas ? Dans la cabane de James, les jours passèrent comme si quelqu'un avait ralenti le monde juste assez pour que Nora puisse respirer. Ses bleus changèrent de couleur, du violet au jaune, comme des fleurs qui se fanent pour laisser place à une peau neuve. Elle marchait encore lentement, un peu courbée par l'habitude de se protéger, mais chaque pas qu'elle faisait dans cet espace chaud avait un goût de liberté. Le bébé, que James appelait parfois le petit snowbird à cause de ses joues rosies, dormait plus longtemps maintenant, rassuré par la chaleur du poil et le souffle calme de l'homme qui veillait sur lui. Nora observait James en silence, fascinée par cette manière qu'il avait de faire du bien sans jamais demander qu'on le remarque. Il posait du bois près du feu avant qu'elle ne pense à en chercher, il laissait de l'eau fraîche dans un seau propre chaque matin, il sortait toujours prendre l'air quand elle devait nourrir le bébé, comme si son intimité était quelque chose de sacré. Un après-midi, elle découvrit un petit hochet en bois sur le rebord de la fenêtre, délicatement sculpté avec des petites fleurs. James n'en parla jamais. Il avait juste déposé ce cadeau comme on dépose une pensée douce qu'on ne veut pas imposer. Nora, les doigts tremblants, le prit dans sa main, et quelque chose en elle se brisa et se répara en même temps. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première chose qu'on lui offrait depuis des mois avec de la tendresse. Elle se mit à aider discrètement, plier les couvertures, laver un peu de vaisselle, faire chauffer de l'eau. Pas pour rembourser une dette, mais pour exister à nouveau, retrouver le mouvement simple d'une femme qui n'a plus peur. Mais le monde extérieur, lui, ne dort jamais vraiment. Un matin, alors qu'elle ramenait de l'eau du puits, une silhouette apparut au bout du chemin, Mrs. Evelyn Parrish, la veuve qui croyait tout savoir sur tout le monde. Son regard se posa sur les petits vêtements du bébé séchant sur la corde, puis sur Nora, trop vivante à son goût. Son sourire pincé n'avait rien de gentil. « Eh bien, je vois que la morte est moins morte qu'on le disait. » Ces mots claquèrent dans l'air froid comme des gifles. Nora sentit son ventre se serrer. Evelyn continua d'une voix douce mais venimeuse, « Les gens parlent, tu sais, un bébé sans nom, une femme sans mari, et James qui garde tout ça ici comme si c'était sa charge. » Puis elle lança un sac de farine au sol. « Dis-lui que c'est un cadeau, pour nourrir deux bouches qui ne sont pas les siennes. » Et elle repartit, le dos droit, laissant derrière elle une onde brûlante. Quand James sortit de la cabane quelques minutes plus tard et vit le visage de Nora, il comprit sans qu'elle ne dise un mot. Il ramassa le sac de farine, le posa à l'intérieur, et referma la porte comme on ferme un livre qu'on refuse de relire. Mais cette visite laissa une ombre dans la pièce, un rappel que le monde dehors n'avait pas oublié son jugement. « Et toi, dis-moi, comment continuerais-tu à respirer si chaque pas vers la guérison rappelait le chemin brutal que tu viens de quitter ? Parfois, le passé ne frappe pas à la porte, il entre directement, armé et décidé. Et toi, as-tu déjà senti cette peur glacée qui revient juste quand tu commençais enfin à croire que la vie pouvait redevenir douce ? Ce matin-là, alors que Nora pliait un linge près de la fenêtre, elle vit trois silhouettes monter le chemin, lentement, avec cette assurance dangereuse que seuls les hommes habitués à dominer affichent. Le brouillard épais cachait leur visage, mais elle reconnut la démarche du premier, Matthew, son beau-frère, l'homme qui avait toujours parlé d'elle comme d'un poids, d'une honte, d'une bouche de trop. Ses deux cousins avançaient derrière lui, des fusils posés en travers de la selle, des regards froids comme des pierres. Nora sentit ses genoux faiblir, et le linge glissa de ses mains. Le bébé, surpris par son silence brutal, remua dans son berceau. James, qui réparait la porte sur le porche, releva la tête. Dès qu'il vit les trois hommes, ses épaules se tendirent juste un peu, comme un tronc d'arbre qui prend le vent avant la tempête, mais son visage resta calme, incroyablement calme. Il sortit sans bruit, se plaça devant eux, les bras croisés, sans prendre son fusil, comme s'il voulait leur montrer que la violence ne le ferait pas trembler. Matthew cracha dans la poussière avant de parler. « Cette femme là-dedans fait partie de notre famille. Et ce gamin aussi. On vient récupérer ce qui nous appartient. »
James ne bougea pas d'un millimètre. Elle n'est pas un objet, dit-il d'une voix aussi froide que le matin. Et l'enfant non plus. Matthew ricana, un son sec et sale. Tu crois vraiment que mon frère aurait touché ça? Tu l'as vu? Elle n'était déjà pas belle, mais maintenant. Et ce bébé? Trop tôt, trop tard, sûrement pas des nôtres. Chaque mot tombait sur Nora comme un coup supplémentaire, même derrière la fenêtre. Son cœur battait trop fort, ses mains tremblaient, sa respiration devenait courte. Les cousins, eux, bougèrent leurs fusils juste assez pour rappeler que la menace était réelle. Alors James fit un pas en avant. Pas rapide, pas agressif. Un pas lourd, maîtrisé, comme un homme qui connaît exactement la ligne qu'il est prêt à défendre. Vous repartez tout de suite, dit-il calmement. Ou je vous enterre avant le souper. Le silence tomba comme un couperet. Le vent semblait s'être arrêté pour écouter. Les deux cousins reculèrent d'un demi-pas, hésitants, mais Matthew resta planté là, les yeux pleins de haine. Puis, finalement, il tira les rênes d'un geste sec. « Elle n'en vaut pas la peine, lança-t-il. Ce genre de femme détruit les hommes comme toi. Tu verras, elle te laissera avec un enfant qui n'est même pas de toi. » James ne répondit rien. Il resta immobile jusqu'à ce que les trois silhouettes disparaissent dans la brume, avalées par les arbres. Seulement alors il rentra, lentement, et trouva Nora figée près de la fenêtre, les bras serrés contre elle comme pour empêcher son cœur de se briser encore. Elle ne put que murmurer « Je ne t'ai pas demandé de te battre pour moi. » Et lui, posant doucement une main sur le rebord de la table, répondit simplement « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que personne ne devrait jamais supplier qu'on lui laisse la paix. Et toi, dis-moi, que vaut le courage d'un homme silencieux face au bruit malveillant du monde? Parfois, la peur ne disparaît pas après la tempête, elle s'installe dans les coins silencieux du cœur. Et toi, as-tu déjà ressenti cette angoisse qui revient la nuit, même quand personne ne frappe à la porte? Après le départ des trois cavaliers, la cabane sembla reprendre son souffle, mais Nora, elle, n'y arrivait pas. Elle restait près de la fenêtre, les bras serrés autour d'elle, comme si elle voulait empêcher son âme de s'échapper par les fissures que la vie y avait creusées. Le bébé dormait enfin, paisible, ignorant la violence qui avait voulu le priver de son avenir, mais sa mère respirait comme quelqu'un qui attend encore le prochain coup. James, assis près du feu avec son couteau et une pierre à aiguiser, observait sans parler, comprenant que certaines batailles se gagnent avec des mots, d'autres avec une simple présence. La nuit tomba, lourde, et les ombres de la forêt s'étirèrent jusqu'à la porte comme si elle cherchait une entrée. Nora ne voulait pas fermer les yeux. Elle resta longtemps dans la chaise à bascule, le dos droit, les doigts crispés sur le tissu de sa robe, à se bercer sans rythme. Enfin, elle parla, sans regarder James, comme si ses mots pouvaient se briser s'ils croisaient un regard trop doux. Ils ne vont pas s'arrêter, tu sais? Ils reviendront. Et ils diront encore que ce bébé n'est pas le leur, que je n'ai aucune valeur, que je ne mérite même pas un toit. Sa voix se fissurait à chaque phrase. James posa son couteau, se tourna légèrement vers elle. « Tu appartiens à cet endroit, dit-il calmement. » Mais elle secoua la tête, une larme brûlant au coin de son œil. « Pas ici, pas dans cette ville, pas nulle part. Depuis toujours, je suis trop grande, trop simple, trop fatiguée pour être aimée. Même mon mari, je crois qu'il me voulait seulement pour les tâches, pas pour moi. » Elle inspira tremblant. « Et maintenant ils disent que mon fils est un mensonge. Un enfant sans nom. Un enfant qu'aucun homme n'aurait voulu de moi. » Les mots tombaient comme des pierres qu'elle portait depuis trop longtemps. James resta silencieux un instant, puis dit enfin, d'une voix si douce qu'elle en frissonna. « Je sais ce que c'est, d'être un homme qu'on juge sans jamais lui demander qui il est. Je sais ce que c'est d'être seul si longtemps que ton propre nom te semble étranger. » Elle releva la tête, surprise par sa confession. La flamme du poêle dansait sur son visage, révélant une vérité tranquille. « Je n'ai jamais élevé de bébé, ajouta-t-il, en regardant le berceau. Mais je sais reconnaître une vie qui mérite d'être protégée. Et je sais que tu n'es pas ce qu'ils disent. Pas du tout. » Nora ferma les yeux comme si ces mots, si simples, portaient plus de chaleur que le feu lui-même. Elle respira profondément, et pour la première fois depuis des semaines, son souffle se fit un peu moins tremblant. Elle ne pleura pas. Mais ses épaules, si longtemps contractées, s'affaissèrent enfin d'un millimètre, signe que la terre sous ses pieds recommençait, peut-être, à tenir. « Et toi, dis-moi, as-tu déjà senti que quelqu'un voyait ta vraie valeur au moment précis où tu en doutais le plus? Parfois, la vie te met devant un choix qui semble simple sur le papier mais qui, dans ton cœur, pèse plus lourd qu'une montagne, et toi,
as-tu déjà eu l'impression qu'on t'offrait une porte ouverte alors que tu venais tout juste d'apprendre à te sentir en sécurité quelque part? Le matin où la lettre arriva, la cabane était encore enveloppée de cette brume douce qui suit les nuits très froides, et Nora, occupée à plier une couverture près du berceau, ne s'attendait à rien d'autre qu'une journée ordinaire, une journée où le silence était enfin un ami. Mais le messager arriva sur une mule, rouge de froid, tenant dans sa main une enveloppe propre, trop propre pour une vie aussi poussiéreuse que la sienne. Il l'attendit avec un respect maladroit, puis repartit aussitôt, comme s'il savait que ce qu'il venait de déposer n'était pas un simple bout de papier, mais un tremblement de terre. Nora ouvrit la lettre avec des doigts tremblants. C'était l'écriture de sa cousine, l'une des rares personnes de son sang qui ne s'était pas détournée d'elle. Les mots parlaient d'un héritage inattendu, d'une maison en ville, d'une chambre pour elle, d'une nourrice pour le bébé, d'une vie entièrement nouvelle, une vie où personne ne dirait que l'enfant n'a pas de nom, où personne ne frapperait à la porte pour la réclamer comme une possession, où personne ne la regarderait comme un poids. Elle resta longtemps immobile, l'enveloppe ouverte sur ses genoux, le cœur partagé entre un avenir doré et ce petit coin du monde où elle avait enfin commencé à respirer. Quand elle montra la lettre à James, il la lut sans sourciller, sans laisser son visage dire ce que son cœur ne voulait pas trahir. Il hocha simplement la tête, plia la feuille avec soin, et la lui rendit sans un mot de plus. Et puis, en silence, il sortit de la cabane et commença à préparer son cheval, comme s'il voulait lui montrer qu'il ne serait jamais un mur qui bloque sa route, même si chaque geste lui coûtait. À midi, son sac était prêt. Nora s'assit sur le porche, le bébé endormi dans son berceau, tandis que le vent jouait doucement avec ses cheveux. James monta du chemin avec un paquet, du pain, du fromage, un peu d'eau, une couverture épaisse. Il posa le tout près d'elle, sans la regarder trop longtemps, comme un homme qui accepte son sort sans colère. « Tu vas t'en sortir, dit-il simplement. Elle releva les yeux, blessée par sa douceur. « Et toi » demanda-t-elle. Il haussa les épaules d'un air calme. « J'allais bien avant. » Ce mensonge tendre lui transperça la poitrine. Elle se leva, hésita, puis demanda d'une voix tremblante, « Tu veux que je parte ?» Et c'est là que son visage se fissura, juste assez pour laisser sortir la vérité. « Je veux que tu restes, dit-il, la voix basse, presque brisée. Mais seulement si c'est ce que tu veux toi. » Et ces mots, si simples, firent trembler son monde bien plus que la lettre elle-même. Elle regarda la forêt, la neige, la cabane, l'homme qui l'avait sauvée sans lui demander de compte, et pour la première fois de sa vie, le choix ne lui faisait plus peur. « Et toi, dis-moi, que ferais-tu si le premier endroit où tu t'es sentie vivant te demandait doucement de ne pas partir? » Parfois, on croit que les décisions importantes se prennent avec la tête, mais en vérité, c'est souvent le cœur qui parle le premier. Et toi, as-tu déjà senti ce moment fragile où ton souffle change parce que tu réalises que tu es enfin à l'endroit où tu devrais être? Quand Nora resta debout sur le porche, son sac prêt, le bébé dormant paisiblement dans son berceau, le monde semblait retenir son souffle autour d'eux. Le vent, qui d'habitude hurlait entre les arbres, n'était plus qu'un murmure, comme s'il attendait sa réponse. James, lui, restait à quelques pas, les mains vides, les épaules serrées, comme un homme qui est prêt à recevoir le coup mais espère quand même un miracle. Nora le regarda, vraiment regarda, et vit dans ses yeux non pas la force brute d'un homme habitué au danger, mais la vulnérabilité silencieuse de quelqu'un qui ne s'était jamais permis d'espérer quelque chose pour lui-même. Elle pensa à la lettre, au lit chaud qui l'attendait ailleurs, aux promesses faciles d'un avenir tout propre, sans poussière, sans regard méprisant. Puis elle pensa à la cabane, au bois qui craquait, au rattle en bois qu'il avait sculpté pour son fils, aux bûches qu'il ajoutait chaque matin avant même qu'elle n'ouvre les yeux, à ce silence partagé qui ne l'avait jamais oppressé mais apaisé. Alors elle demanda, d'une voix si fine qu'on aurait cru qu'elle craignait de briser l'air, « Et si je reste, qu'est-ce que cela veut dire pour toi ?» James se racla la gorge, comme si parler lui coûtait. « Si tu restes, dit-il, je te construirai une vie, pas une grande, pas une riche, mais une vie tranquille. Une vie où tu n'auras plus à survivre. Juste à vivre. » Ces mots, simples mais immenses, la touchèrent plus profondément que n'importe quelle promesse dorée. Elle sentit ses genoux faiblir, non de peur, mais de reconnaissance. Alors il baissa les yeux vers le bébé qui dormait, une petite main crispée dans la couverture. « Ton fils a besoin d'un homme qui veillera sur lui comme sur le lever du soleil, murmura-t-il. Et mes mains, elles n'ont rien fait de bon depuis longtemps, jusqu'à ce que tu me les donnes à utiliser. » Elle étouffa un sanglot, surprise que quelqu'un puisse la voir si pleinement, elle qui avait passé des années à être effacée, ignorée, diminuée. Elle toucha la rambarde du porche comme pour s'ancrer dans ce moment, puis s'avança vers lui, le cœur battant comme une aile blessée mais déterminée.
James leva enfin les yeux, et dans ce regard-là, elle vit une promesse sans fin, un refuge qu'elle n'avait jamais cru possible. « Je ne suis pas prête, chuchota-t-elle. Il hocha doucement la tête. « Je sais. Et même si tu ne le es jamais, je serai quand même là. » Ces mots éclatèrent quelque chose en elle, un nœud ancien, un froid qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle laissa tomber son sac. Le son fut léger, mais le sens fut immense. Et dans ce geste simple, elle choisit pas la facilité, pas la sécurité matérielle, mais la vérité, la chaleur, l'homme qui ne lui avait jamais demandé d'être autre chose qu'elle-même. Et toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti que rester, parfois, est l'acte de courage le plus grand qu'on puisse offrir? Parfois, la paix arrive sans fanfare, juste comme un souffle tiède après un hiver trop long. Et toi, as-tu déjà senti ton cœur devenir léger simplement parce que, pour une fois, rien ni personne ne voulait te blesser? 3 jours plus tard, sous un ciel clair qui semblait enfin vouloir sourire, Nora et James se marièrent devant le vieux prédicateur du comté, un homme si sourd qu'il fallut répéter les vœux 2 fois, ce qui fit rire timidement Nora et rendit James plus rouge que le feu du poêle. Mrs. Evelyn Parrish arriva aussi, évidemment, moitié par curiosité, moitié par envie de pouvoir dire qu'elle savait que ça finirait comme ça, bien qu'elle n'ait jamais su rien du tout. Elle apporta un plat de betterave au vinaigre que personne n'osa goûter, mais son regard piqué et sa bouche pincée ne purent rien contre la douceur immense qui remplissait l'air ce jour-là. James murmura simplement « Je te choisis. Chaque jour. Même les jours difficiles. » Et ces mots, dits sans grand discours, furent plus beaux que tous les poèmes du monde pour une femme qui avait passé sa vie à croire qu'elle n'était jamais assez. Ils s'embrassèrent, et le bébé, sur le bras de Nora, poussa un petit cri comme pour bénir la scène. L'après-midi, ils s'installèrent sur le porche, alors que le soleil descendait derrière les pins. James avait enlevé ses bottes, les jambes étendues, les mains derrière la tête, enfin détendu dans une vie qu'il n'avait jamais espérée. Nora, assise près de lui, berçait doucement son fils qui dormait dans ses bras, le visage paisible, radieux d'un avenir qui ne serait plus bâti sur la peur. Pendant un long moment, ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence était devenu un ami, une couverture chaude, non plus un rappel du danger. Quand James brisa le silence, sa voix était douce comme de la laine. « Tu ne m'as jamais dit ce que tu voulais vraiment. » Nora leva les yeux vers lui. « C'est parce que personne ne m'a jamais demandé. » Il lui sourit. « Alors je demande. Qu'est-ce que tu veux, maintenant que le monde commence enfin à te laisser respirer ?» Elle regarda son fils, puis la forêt, puis l'homme qui avait fait renaître son cœur. « Je veux des jours qui ne font pas mal. Je veux du pain qui lève au bon moment. Je veux un fils qui n'apprend jamais à se cacher. Je veux un homme qui ne me fait jamais payer pour le droit d'être en paix. » James acquiesça lentement, comme un homme qui sait que les promesses doivent se tenir plus que se dire. « Alors c'est ce qu'on va construire. » Elle posa sa tête sur son épaule, les yeux mi-clos, et pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit exactement là où elle devait être. La nuit tomba sans menace. La neige dehors murmurait doucement, mais la cabane, elle, était chaude, stable, vivante. Quelque part dans la forêt, un coyote hurla, mais cette fois, il n'obtint aucune réponse. Ici, dans ce petit coin sauvage du monde, la peur avait enfin perdu. Et Nora, le souffle paisible, savait qu'elle ne survivait plus, elle vivait enfin. Et toi, dis-moi, où que tu sois en train de regarder cette histoire, qu'est-ce que ton cœur réclame aujourd'hui, la fuite, ou bien le courage tranquille de rester là où l'espoir renaît? Et maintenant, dis-moi, dans quelle ville, dans quel coin du monde regardes-tu cette histoire? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où voyagent ces récits du Far West. Et si cette histoire t'a touché, même un peu, abonne-toi avant de partir, parce que la prochaine histoire pourrait bien te surprendre encore plus, te couper le souffle, ou même te briser le cœur avant de le recoller. Ne quitte pas cette cabane sans pousser la porte suivante, abonne-toi, et rejoins-nous pour la prochaine aventure. Croissant de lune feu.